Aujourd'hui, je retrouve mon vieux rythme. On est après la gym. Et de la gym, il va en falloir parce que je reviens sur la commune après la petite pause de la semaine dernière. Pour un bouquin, vraiment je l'attendais, vraiment je ne l'ai pas regretté. Bien sûr que la commune c'est sportif et que ça demande de vidéo en vidéo des moments de changement de focale, si je puis dire, parce que moi je fais toujours du plan fixe. En fait, le fait de passer à des formats extrêmement différents, à des textes qui vont parler directement de la commune ou s'en éloigner, en parler en étant communaux ou communards, ou bah, plutôt anti, hein, comme Renan. Et j'aimerais bien quand même poursuivre aussi là-dessus, mais il faut que je réfléchisse à est-ce que je me procure cette anthologie des écrivains là qui vient de paraître chez Gallimard ou pas. Mais bah, aujourd'hui c'est demain, et demain c'est la commune, et c'est celui-là. Hop, je le mets en avant. Demain la commune, c'est comme d'hab, je suis vraiment nulle en titre, je les retiens mal. Demain la commune, anticipation sur la commune de Paris de 1871, une anthologie. C'est une anthologie qui a été... Alors on est chez publi.net et dans la collection ArchéoSF. J'ai déjà, je vais le mettre à la fin, mais j'ai déjà présenté un livre de cette édition, Quand les femmes domineront le monde, de mémoire, mais je vais certainement me tromper dans le titre. Elle est établie, cette anthologie, par Philippe Etouin, et donc avec aussi donc, le boulot de Guillaume Vissac et de Roxane Lecomte. Là, je suis dans les présentations de début, et avec une intro, une préface de Jean-Guillaume Lanuc. Alors, je l'ai lu au début, puis après je l'ai lu dans l'ordre, parce que je dois avoir un côté bon élève. Et je l'ai relu tout à l'heure, là, quand j'ai eu fini, comme on dit. Je l'ai trouvé plus intéressante en relisant. Voilà. Alors, c'est vraiment une anthologie de textes qui vont donc de 72 à 99, donc on est vraiment sur la fin du 19e. On n'en a pas ensuite, alors qu'il y a encore tout un imaginaire de la commune, mais j'ai envie de dire c'est autre chose, qui commence à se passer. De textes d'anticipation, donc Archéo-SF, le nom de la collecte le dit bien, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler de la proto-SF, pas exactement le merveilleux scientifique, mais ce sont des choses qui peuvent s'en rapprocher. Ici, en fait, ce sont essentiellement des uchronies autour de la commune, plus ou moins lointaines. Alors bon, oui, la préface est vraiment cool, mais je l'ai mieux comprise et elle m'a plus intéressée après coup. Normalement, j'ai tendance à lire tout le sommaire, et ça me paraît vraiment pas cool pour les amis d'ArchéoSF, parce qu'en fait, le fait de trouver les textes fait quand même partie du boulot pour monter une anthologie. Alors je vais plus piocher. Alors on a un texte d'Alphonse Allais qui est, je vais dire, sympathique, mais un peu éloigné. J'ai envie de parler du texte d'André Léo, La commune de Malampi, qui en plus est le seul texte de femme. André Léo, malgré le pseudonyme masculin, était bien une femme. Et de Michel Zévaco et de l'histoire de la décadence d'un peuple. Donc je vais pas parler de tout. Voilà. Ça c'est dit. Je pense qu'il y a vraiment une lecture à en faire de toute cette anthologie au niveau du genre, parce qu'en fait, alors j'ai l'impression qu'il y a très peu de textes de science-fiction féministe, ou science-fiction ou d'anticipation féministe. Là, je prends vraiment science-fiction dans un sens large, j'ai pas du tout de spécialiste. Je sais qu'il y a des choses dans l'énorme recension en 2 volumes aux belles lettres, et ça y est, j'ai encore bu les noms des auteurs, et mes amis vont me trucider. Il y a des choses, j'ai pas eu le temps d'aller fouiller encore parce que j'ai pas de bol, parce qu'en ce moment la bulle de Bordeaux est fermée et je n'ai plus de carte, donc ça devient compliqué de commander ailleurs sans avoir de carte. Ici, mais ça ce sont des choses qui vont venir de toute façon, la SF féministe c'est vraiment un truc qui m'intéresse, pas forcément dans le contemporain justement. Mais il y a un truc à faire, parce que finalement, c'est quoi quelles vont être les représentations du genre, je suis toujours sur mes dadas, hein, mais quelles sont les représentations du genre dans des textes on va dire futuriste, là aussi dans un sens qui n'est pas tradit, hein, pas du mouvement futuriste, mais dans des textes qui vont imaginer le futur, qui vont mettre en œuvre ce que François Hartog appelle des régimes d'historicité, au 19e. C'est compliqué en fait, c'est super compliqué, et il ne faut pas oublier que le 16e siècle est le siècle le plus misogyne de l'histoire de France, ou en tout cas le plus directement misogyne.
Ce qui donne l'impression qu'on progresse, alors qu'en fait on a pas mal régressé avant, parce que c'est pas une histoire. Enfin, l'histoire n'est pas une chose téléologique, c'est-à-dire qui va suivre un but. Les choses se font et se défont. Alors, je disais donc le texte d'André Léo, La commune de Malampi, il m'a beaucoup plu, il est assez long. Je vois pas, il va des pages 35 à 95. Il est atypique parce que c'est un conte. Et bon, bah, les contes, on l'a vu avec la vidéo de Tiffen il n'y a pas longtemps. C'est vraiment une forme qui m'interroge pas mal ces derniers temps. Parce que Parce que c'est une forme en fait assez féminine. Alors au niveau de l'agrégation de lettres modernes, là, les programmes sont parus il n'y a pas longtemps. Et bon, bah, il y a quand même eu une polémique sur le fait qu'il n'y ait qu'une femme et comme reléguée, Madame D'aulnoy, qui est placée après Perrault, ce qui n'est même pas un ordre alphabétique. Et pourtant, c'est intéressant en fait de ne pas oublier qu'il y a Madame D'aulnoy au niveau de l'écriture des contes. Et Tiffen le disait bien, parce que le conte est un genre qui a été beaucoup transmis oralement et notamment transmis par les femmes. Et je pense que c'est un peu tout cela qu'il y a dans cette dans ce choix du conte par André Léo dans la commune de Malampi. On est en 1874. Et c'est vraiment un conte qui est rigolo. Alors, je vais vous lire juste des petits passages comme ça. Et c'est peut-être aussi un des textes qui est les plus éloignés de la commune en tant que représentation directe dans le texte. Il y avait dans ce pays, près d'ici mais fort petit et qui ne se voit pas sur la carte, une commune, là on a le lien, indépendante de tous les peuples voisins qui se gouvernaient à sa guise en raison de vieilles chartes qu'elle avait. Ces chartes portaient que jamais aucun roi, empereur ni prince ne pourrait mettre le pied sur le territoire de la commune sans qu'aussitôt tous les balais de l'endroit, aux mains de toutes les ménagères en état de porter les armes, fussent mis à ses trousses. Et pour plus de sûreté, tous les hommes valides avec faux et fourches devaient escorter les femmes et les balais. Pour plus de sûreté. C'est le soutien. Moyennant cette convention bien et dûment signée et paraphée des 10 princes voisins, la commune envoyait à chaque prince au jour de sa fête un bouquet de roses ou de houx suivant la saison, accompagné d'une oie grasse. C'était de coutume, etc., etc. Et on va avoir toute une histoire sur cette commune, qui est toujours appelée la commune sans majuscule, et qui, paradoxalement, on va le voir, j'ai envie de commencer par celui-là, alors que je suis pas logique, j'aurais dû peut-être commencer par des textes plus directement communards ou anti-communards, mais qui va montrer comment, en fait, d'une commune présentée comme une forme d'âge d'or, qui n'est pas un âge d'or parce qu'on a un point d'origine et une chronologie à peu près 100 ans, etc. Donc c'est quelque chose d'assez récent, mais qui va se perdre et se décommunaliser. Et ce qui va permettre, je suis en train de casser mon mobilier, ce qui va permettre donc d'inverser en fait le cours de l'histoire, et ça c'est plutôt propice grâce à ce conte, pour finalement revenir ou arriver à construire autre chose à la fin. Avec énormément de détails, c'est quand même un conte assez long, sur l'état de la commune, sa gestion, la gestion des orphelins et des vieillards, la gestion des familles, la gestion des conflits, et donc de la justice, l'inutilité de la police, l'école et l'éducation, pas parfaite, et justement, il faudra en faire autre chose, etc. etc. Et donc c'est un âge d'or qui n'est pas totalement un âge d'or, ni du point de vue de la temporalité, ni du point de vue de ce qui pourrait être de l'ordre de l'utopie. Et tout cela dans un conte qui va permettre d'avoir un prince qui veut épouser l'équivalent d'une bergère, qui sera la jeune fille qui va apporter le bouquet de roses, etc. etc. Donc plein d'éléments topiques, extrêmement traditionnels, mais en même temps, boum, de la démographie au milieu avec d'un seul coup des chiffres, des listes de chiffres sur la population de l'Angleterre, etc. Les exercices scolaires et plein de choses comme ça assez triviales en fait. Et c'est important que ce soit trivial, je pense. Avec donc aussi ce changement de nom de la commune. Alors, un travail sur le nomastique hyper amusant. Le général Rand de Krakamboum, les gens, donc la commune qui s'appelle, le roi s'appelle Bombance, Monsieur Legros. Bon, évidemment qu'on est en période grossophobe, mais la perception du surpoids, de la grosseur au XIXe siècle
le fait de dire surpoids suppose une norme de poids, est très différente de celle que l'on a aujourd'hui. Et ramenée à la bourgeoisie. Parce que la dénutrition a été remplacée par la malnutrition. Le fainéant grouillard, boit sans soif, l'avisé. Bon, le nomastique pose une axiologie très claire, hein, donc les bons, les gentils, les méchants, qui en fait sont assez rapidement les malins, les, je dirais pas subversifs, mais les anti-autoritaires, et les bourgeois et les nobles. Et c'est là où le choix du comte et la commune s'appelle Bienheureuse devient la commune de Malampi. Ce qui montre un mouvement de l'histoire assez paradoxal, une philosophie de l'histoire assez étrange. Évidemment, c'est amusant. Pourquoi ça fonctionne bien? C'est un conte. Et un conte, ça nous place habituellement dans une temporalité désancrée. Il était une fois. Tiphaine a bien parlé de qui est ce il, mais il y a autre chose qui se passe, c'est donc Tiphaine D à propos de ses contes à rebours, et je suis sûre, Tiphaine, que tu vas adorer ce conte d'André Léo. Mais ce qui va se passer également, en fait, ici dans le conte, ça va être cette inversion de la temporalité. Et cette inversion de la temporalité va aussi avec des inversions thématiques, comme le fait que il y ait un roi qui soit le roi Bombance, et que ce roi de contes de fées, et ce prince de contes de fées, en fait, on en tire des contes, et on fait les contes. Et le conte permet de régler ces comptes, avec donc quelque chose de communard derrière, mais d'assez lointain, c'est-à-dire en fait une espèce d'utopie d'une commune qui aurait pu advenir. Mais la ville n'est absolument pas Paris, on a la campagne, enfin tout ça est quand même dans un lieu, je crois qu'on est sur 5000 habitants à peu près, on a tous ces détails, ça va vraiment ancrer dans le siècle scientiste, etc. Ça fait très 19e, et on a ces effets donc de désancrage, réancrage permanent. Désancrage, réancrage, avec aussi donc le nomastique qui dit les classes sociales. Et qui va dire les jeux avec le pouvoir, les connivences, etc. etc. Et qui va permettre aussi donc de dire l'antimilitariste. C'est-à-dire que les soldats dans les contes de fées, ce sont des petits soldats de plomb, ce sont de beaux généraux, ou des choses de cet ordre-là. Ici, les soldats sont ceux dont les mères de famille se méfient parce qu'ils engrossent les filles et qu'il faut les nourrir au village. Et on voit bien comment les soldats ne peuvent pas être les fils de famille qui, eux, sont envoyés ailleurs, parce qu'il ne faut pas, justement, un ancrage avec la commune. Et tout ça est vraiment très finement mis en scène, ou en récit, ou en conte, par André Léo, et j'ai trouvé extrêmement intéressant ce passage par le conte, pour dire une expérience de commune plutôt que la commune. Ici. Ça fonctionne très bien. J'ai pas envie de spoiler ou de divulgacher l'histoire, parce que c'est un conte qui est assez long, qui fourmille de clins d'œil, de moments de connivence, qui est, me semble-t-il, très lisible aujourd'hui. Alors, je sais bien que je suis 19e, donc il y a des effets peut-être de distance qui vont être moins... que je vais moins sentir que quelqu'un qui n'aura pas cette formation. Mais c'est fait pour pouvoir être lu assez lisiblement. Et l'onomastique, justement, elle est amusante, elle est truculente, mais elle permet aussi... elle pourrait être vue comme quelque chose de grossier. Je trouve pas que ce soit grossier. Ça permet aussi une accessibilité au conte, et un conte politique, ici, et qui donne un modèle à suivre, tout en montrant, en fait... C'est un peu comme ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et puis c'est fini. Mais là, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qui peut être la fin d'un conte collectif et pas individuel, est le début, et c'est le modèle collectif qui est mis en péril par le rattachement nouveau à la royauté, et qui va être à nouveau renégocié. Et cela sans magie. C'est un conte de fées à faillité, quoi, clairement. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce conte d'André Léo, hyper fin. Et oui, j'ai la commune de Malampi, et j'ai vraiment tendance à croire que qu'il y a quelque chose. Je connais pas le parcours d'André Léo, je connais quelques très très grandes étapes, mais voilà, je la connais pas elle. Mais je ne pense pas que ce soit un hasard si une femme parlant de la commune a choisi ce format du conte.
Alors après, voilà, si on veut discuter du choix de ce texte dans cette anthologie, la commune n'est pas immédiatement visible. Enfin, Audrey Léo était une communarde ou communeuse. Il me paraît au contraire extrêmement malin de l'avoir introduit, justement avec des textes qui vont discuter plus directement la commune. Le texte suivant m'a beaucoup plu, un texte absolument pas connu, qui est aussi une anticipation anticommunarde de ce que va devenir la commune de façon dystopique. C'est extrêmement étonnant parce qu'en fait, très concrètement, j'ai mis du temps à comprendre si c'était vraiment anticommunard ou communard. Mais moi, je suis un peu niaiseuse sur ce genre de truc, il me faut... je vais pas vite. C'est... mais... Le... Plein... Parce que, voilà, c'est... Comment on représente... Alors, en fait, ça m'a fait la même chose qu'avec Calmos. Quand j'ai vu le Calmos de Blier, parce que j'ai trouvé ça tellement ridicule dans la caricature que j'arrivais pas à croire que c'était réellement antiféministe. Et puis bon, quand j'ai lu l'article dont, j'ai oublié le nom de, je crois, l'autrice, mais je ne suis même pas sûre, dans un recueil dirigé par Christine Barr sur les antiféministes, c'était évident que c'était antiféministe et que Blier en avait fait un cheval de bataille. Et en fait, c'est... Oui, ça a l'air d'être un genre de caricature du Scum Manifesto. Mais en fait, c'est tellement idiot comme film que j'ai vu ça comme une grosse blague de féministe. Ce qui est donc clairement pas l'intention de l'auteur. Comme quoi, l'intention de l'auteur, on en fait ce qu'on veut. Mais voilà, ça c'est vraiment un texte qui m'a marqué. J'aimerais m'arrêter sur le texte Histoire de la décadence d'un peuple d'Émile Second. Alors, je donne jamais les sources très volontairement, mais elles sont indiquées dans le volume. 1872-1900. Et le texte est lui-même de 72. Et là, ouais, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver le complot contre l'Amérique de Roth avec une... Et en même temps, c'est encore autre chose, parce que au niveau temporel, on ne se situe pas de la même façon. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire qui va partir de faits réels pour inventer un futur qui n'existe pas. Sauf que là, en plus, dans le complot contre l'Amérique, tout est dans le passé. Et donc, ça réinvente un passé. Ici, ça invente un futur en le racontant au passé. Génial, hyper fort, hyper malin. Et en plus, avec tout un format qui va donner l'impression de lire un traité d'histoire. Donc moi, j'ai adoré. Évidemment, enfin moi, c'est encore mes dadas, mes marottes, mais pour le coup, comment on peut raconter... Enfin, c'est ça la question qu'a dû se poser l'auteur, donc Émile Second. Comment raconter la commune qui a réussi? Si elle a réussi, c'est que du temps a passé. On ne peut pas savoir si elle a réussi. Évidemment, en 72, on sait qu'elle a échoué. Mais comment raconter la commune, le succès de la commune? Comment le faire advenir? On peut le passer au futur prophétique, le futur, un futur biblique même, qui va voir advenir quelque chose. Mais le choix de le raconter au passé comme un livre d'histoire permet en plus de l'analyser. Et donc ça fait qu'il va y avoir un ton. Alors là, on n'est pas du tout dans un texte marrant. Alors c'est marrant aussi, c'est marrant à lire, mais c'est pas un texte dont le registre est le comique, mais qui permet comme ça de donner cette illusion de quelque chose qui a eu lieu et qui donc peut avoir lieu et qui va créer donc une adhésion du lectorat. Voilà, je lis juste la préface de ce texte. Près d'un demi-siècle nous sépare aujourd'hui des terribles événements dont la France fut le théâtre en 1870 et en 1871. 50 ans, et maintenant ce peuple, autrefois à la tête des nations, est tombé au dernier rang. La France, Nouvelle-Pologne, a été morcelée, elle est asservie, elle est morte, etc. Lorsqu'en lisant l'histoire, on apprend quelle splendeur fut la sienne. Enfin, tout ça, c'est vraiment du ton d'époque. Lorsqu'on pense à l'héroïsme dont firent preuve les Français pendant la guerre contre la Prusse, même pendant la Commune de Paris, et qu'on relit l'histoire des années 1873-1874 et de celles qui suivirent, on se demande si vraiment ce furent les mêmes hommes qui, après avoir montré tant d'énergie et de volonté, montrèrent tant de pusillanimité et de faiblesse. Nous essaierons d'expliquer comment un changement si brusque a pu s'opérer. Ça finit par plus marcher. Donc, alors là, j'ai déjà oublié la fin. Mais là, ça c'est vraiment un truc, moi, le texte est assez long là aussi.
hein, ça fonctionne plus. Ah oui, non, mais non, 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 ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Oh là là, je vais devoir taper sur les doigts. Ouais, non, ouais, c'est le détail des événements que j'ai oublié. Ça donne un peu l'impression, en fait, ça peut se rapprocher vraiment de... Ça, je me souviens de mon impression de lecture qui est passée. Je suis vraiment désolée, je suis claquée ces derniers temps. Je crois que ça se voit à mon teint d'effet, mais ça m'a fait penser à Avril et le monde truqué. Le court-métrage, le long-métrage d'ailleurs, le dessin animé à partir de Tardy et avec Tardy, que j'ai adoré. Et on est vraiment dans ce jeu temporel. Voilà. Mais ça... Alors, je pense que ce texte-là peut être dur à lire quand on n'a pas quelques éléments du Second Empire et, euh, et de la Troisième République. Parce que voilà, il y a pas mal de jeux avec les noms, les retours des noms, etc. Là, je pense que c'est plus difficile, qu'il faut peut-être, je sais pas, au moins lire l'article Wikipédia avant ou des trucs comme ça pour voir le moment où ça glisse. Euh, et comment ça se passe, mais voilà, si on sait pas ce qu'un bonapartiste, les légitimistes, les orléanistes, là je crois que c'est plus dur à suivre. Et oh là là, ça m'a tellement plu que j'ai oublié la fin, ça c'est vraiment ridicule. Alors c'est pas un texte où là j'ai pris beaucoup de notes, parce que en fait c'est surtout des trucs stylistiques que je surligne dans les bouquins, mais c'est un volume que j'ai beaucoup beaucoup surligné. Enfin surligné, je fais ça au crayon parce que, je sais pas, je suis dans le mythe que je vais l'effacer alors que je le fais jamais. Et ça va passer par des questions qui sont directement politiques. Et c'est en ça que c'est une leçon politique très franche. Alors, oui, parce que, en fait, on va avoir une autre succession de régimes que celle qu'a vu le 19e siècle, donc après la Commune. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais avec donc des questions financières, sociales, directement politiques, hein, donc sur les chambres. Et j'ai trouvé ça... Alors, le texte est super long. Enfin, super long. Voilà, on n'est pas dans du récit bref, on n'est pas dans une nouvelle. Hein. C'est un autre type de texte, un petit traité en fait. Un petit traité de fiction qui voit donc effectivement donc, l'échec de la commune, le retour d'une restauration, et pourquoi et comment à partir des forces effectivement en présence à ce moment-là. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré lire. Putain, mais alors par contre j'ai vraiment honte d'en avoir oublié les détails. Hein. Je suis vraiment en train de le reparcourir. Avec un petit anneau lecteur à la fin. Pour... voilà, non, voilà. On est dans une... voilà, on est dans une dystopie communarde. Et qui explique en fait pourquoi, ou communarde ou du moins républicaine, pourquoi il faut une république. En supposant donc l'inverse. Et là aussi, c'est là que je retrouve le complot contre l'Amérique, qui voit la victoire d'un nazi à la présidence états-unienne à la place de Roosevelt. C'est ça le départ. Hein. Là, je ne spoil pas, puis en plus, j'ai fait une vidéo. Et ça marche vraiment, vraiment super bien. Super, super bien. Bon, voilà, je sais pas. Sur des textes qui sont aussi étranges, c'est difficile d'évaluer un peu ce qui se... Quelle est la position exacte des auteurs? Est-ce que c'est juste, c'est-à-dire que est-ce qu'on est vraiment dans l'expérience de pensée? Est-ce qu'on est... Parce que là, on n'est pas dans... Voilà, c'est une anticipation, c'est pas de la science-fiction. C'est de la science-fiction quand on donne à la science-fiction en sens très large. Et voilà, il faut retenir ça, là je suis page 226, ce récit de la décadence de la France n'est pas seulement une fiction plus ou moins ingénieuse, il sera véritablement de l'histoire si la République est de nouveau renversée. Après, comme je ne connais pas les auteurs, j'ai pas d'autres repères que les textes, et que des textes qui sont quand même d'un format assez particulier. Hein. Il y a quand même des textes plus faciles hein, pour trouver les positions politiques de l'auteur, quand bien même il s'agit de textes qui sont politiques. Mais ce sont des genres d'expériences de pensée. Hein. Et je voulais parler du texte aussi d'Olivier Souestre, pareil, je ne le connais pas du tout, qui est celui qui suit La Cité de l'égalité. On est en 96. C'est pas la toute fin. Alors j'ai... Ah non, c'était...
C'était pas celui d'Olivier Soez dont je voulais parler, mais je l'aime beaucoup aussi. Alors lui, c'est un truc qui est plus classique de ce que j'ai pu voir au 19e siècle. Alors là, j'ai pu bosser un tout petit peu sur le musée des familles des années 1830. Je pense que j'en parlerai à un moment de ça, et peut-être qu'on pourra faire une anthologie. Mais parce qu'on est sur une forme, on arrive dans le futur et on a un dialogue entre le nouveau et l'ancien qui permet d'aborder plein de sujets, avec ce truc absolument réjouissant que les deux sont de gauche et que là, la commune a gagné. Voilà, je mélangeais les deux textes à ce niveau-là. Ultra réjouissant. Ultra réjouissant, avec ce truc qui peut paraître comme une lourdeur quand on n'a pas l'habitude des textes 19e, c'est-à-dire une très grande conversation, un dialogue. Ça, c'est des formes qu'on utilise moins dans les textes de jeunesse, on les utilise dans les textes vraiment de prime jeunesse, mais on n'a plus l'habitude à 10-12 ans de lire des dialogues pour faire de la vulgarisation, parce qu'en fait, ça, on va le voir en vidéo. Aujourd'hui, dans les vidéos de Vulga, etc. Quoi etc. Bon, moi, la forme du dialogue, elle a vraiment été travaillée, notamment par Jeanne Chiron, qui a consacré sa thèse à cette question du dialogue éducatif. Ça explique ce format dialogique, dialogué ici. Moi, je trouve qu'il marche bien. Il est quand même assez oral. Et comme il y a des effets de connivence assez appuyés, euh, bon, je pense que si là, on est franchement anticommunard, on va peut-être moins s'y retrouver, mais on peut au moins s'en amuser. Voilà. Parce que ce sont des textes qui demandent à se positionner. Et c'est le Triomphe de la Révolution de Michel Zévaco, qui est plus connu, parce que c'est l'auteur du Pardaillan. Donc là, on est en 90. Qui m'a vachement plu parce que lui n'a pas d'ancrage, pas de date. Alors que le précédent, si, il y avait une date, etc. Donc on est dans le futur, voilà, un siècle après. Il y a plusieurs dispositifs qu'on va retrouver assez facilement dans des textes d'anticipation de l'époque, avec donc ces formats assez divers, mais ce texte de Zévaco, alors qui a l'air d'être archi rare, a ceci d'intéressant qu'il présente en fait une commune qui réussit, qui est proclamée, sans date, avec toutes les étapes, à savoir la proclamation. La proclamation est donnée. Tout ce qui va se passer dans la nuit où l'insurrection se met en place de façon organisée. Au niveau donc, de la préfecture de police, de l'armement, des lieux. Donc là, je vois à la caserne du Château d'Eau, les généraux, à la préfecture de police, dans la rue, etc. Et ensuite, on va avoir les règlements provisoires. Sans qu'on ait les règlements définitifs. Et ça m'a ramené alors à un bouquin dont j'ai vraiment envie de parler, à un moment, mais vraiment je le ferai plus en détail, c'est celui de Colette Capitan. Je crois que ça s'appelle L'idée de nature. La nature à l'ordre. C'est la nature à l'ordre. Et c'est un texte qui est dans la suite du discours de nature, enfin de l'idée de nature, pardon, voilà, c'est là, de Colette Guillaumin, donc, qui est une sociologue matérialiste, féministe. C'est aussi l'autrice de l'idéologie raciste, c'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de racisé et de racialisation, en fait, on s'inscrit dans le sillage de Colette Guillaumin et de sa thèse, qui montre comment la race est un processus social et non pas du tout, évidemment, naturel. Et elle poursuit tout cela parce que race et genre se construisent quand même globalement de façon très proche dans l'idée de nature. Colette Capitan, qui n'est pas du tout connue, prend la suite de Colette Guillaumin et montre comment le discours de nature s'est imposé et finalement a une inscription historique entre 1793 et 1795, c'est-à-dire pendant la Révolution française, et sera achevée par le Code civil napoléonien. Et elle en suit toutes les étapes. C'est passionnant. Donc ça, j'en suivrai les étapes. Mais lire ce livre m'a fait comprendre il y a peu de temps que la différence entre réforme et révolution existe, mais n'est pas forcément une différence de nature, c'est à mon avis, mais alors là, je suis vraiment dans l'hypothèse perso, une différence de degré et de temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la révolution, ai-je compris, vous allez certainement me détromper, mais se réalise par un changement législatif complet. Complet ou du moins profond, qui se fait pas forcément du jour au lendemain, c'est ce que montre justement Capitan. Mais la question de Capitan, c'est comment les révolutionnaires
ont-ils mis fin au régime féodal? Comment ça s'est passé? Comment on met fin à un régime de cet ordre-là? En fait, c'est une question essentielle, si on veut mettre fin au capitalisme, au patriarcat, etc. Et donc, comment, en fait, on les définit? Et la définition légaliste par la loi, elle est absolument essentielle. Et là, moi, ce sur quoi je suis en train de bosser, c'est comment, à cette définition légaliste, il y a des lois qui disent quel est le rôle, etc., s'ajoute une définition légaliste scientifique, c'est-à-dire quelles sont les lois de nature qui vont venir renforcer et légitimer ce discours de nature, et surtout cette, dans ce cas-là, inscription de la nature dans des lois. Bon, Zévaco parle pas du tout de ça, mais c'est pour ça que ce texte m'a autant intéressé, parce qu'après, en fait, on va avoir un ensemble de règlements et de lois qui seront donc, ou qui sont, dans ce texte sans ancrage temporel, autre que relatif, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il est dit que dans les 19 mois, c'est provisoire pour 19 mois, dans un mois, il faut que ça se soit fait, etc. Donc, on va avoir que des durées à partir de la proclamation. On va avoir les règlements. Et donc, en fait, c'est très concrètement un mode d'emploi révolutionnaire. Alors, je ne suis pas sûre qu'il fonctionne complètement, en tout cas aujourd'hui. Il n'a pas l'air d'avoir été appliqué. Ou alors, je ne le sais pas. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et donc, on va avoir voilà, toutes ces... donc, au nom du peuple, le Conseil dispose, et donc avec des mentions donc, de la Banque de France, ça c'est vraiment l'héritage communard, les impôts, alors c'est vraiment beaucoup de questions de finances, de propriété privée, des titres, etc. Donc on est dans quelque chose qui est technique, mais pas imbuvable, hein, mais qui donne le tournis, et moi qui m'a vraiment donné un vertige pour donner l'ampleur des changements possibles, en fait. Et donc l'audace qu'on peut avoir quand il s'agit, là, clairement, d'abattre l'État pour mettre en place donc, la commune. Et avec, là aussi, donc, des chiffres, etc., l'officiel, la transformation de droit de propriété du sol en droit d'usufruit. Des choses comme ça. Et qui sont pas du tout, m'a-t-il semblé, vous allez me dire, franchement, mais lisez ça, quoi, c'est vraiment passionnant. Là, en fait, je comprends plus comment on peut avoir un discours de gauche un peu construit sans se poser ces questions pratiques. Je dis pas qu'il faut être révolutionnaire et qu'il faut aller occuper les préfectures de police, j'en sais rien. Voilà. Mais je comprends pas comment on peut sortir de ce discours pratique. C'est une des choses que j'aime dans le collectif Nous Tous, c'est qu'il est extrêmement pratique. Alors pour le coup, ces objectifs sont très concrets. Les violences sexuelles et sexistes à l'école, là, la dernière chose, c'était distribuer des sacs à pain avec le violentomètre, des violences conjugales, etc. Donc on n'est pas du tout dans l'ambition de Zévaco. Mais c'est pratique, c'est extrêmement concret. Et je vois pas comment ça peut fonctionner quand c'est pas concret, avec tout ce sel que c'est un texte d'anticipation qui a plus d'un siècle, qui donne cette espèce de kit. Je vous dis pas que le kit il est utilisable ou pas, ça j'en sais rien, c'est pas mon taf. Moi mon taf c'est la littérature. Mais ça marche. Et après hop ça retourne à l'Élysée, dans les banques, etc. Moi avec une petite mention très rapidement antisémite mais que j'ai souligné qui m'a pas plu. La citoyenne Louise Michel, je suis page 293, donc il permet d'ancrer quand même ce texte dans une actualité. Hein. Louise Michel, elle est encore vivante hein, en 93, elle meurt en 1905. Boulanger qui revient, etc. Et puis il manque des choses, etc. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Et ça, c'est une des choses qu'on peut demander à ces textes d'anticipation comme ça, qui ont plus d'un siècle. Alors qu'OSF en a publié plein, et j'ai envie d'en lire plein, et j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais en lire d'autres, notamment celui sur l'écologie. Et en fait, Demain la Commune, c'est le tome qui suit Demain la Révolution, qui est plus large, qui est moins directement centré sur la Commune, mais je l'ai pas lu, je veux bien le lire. Je veux bien le lire et en parler. Mais qu'est-ce qu'on peut demander à des textes d'anticipation comme ça anciens? Parce que quitte à lire un truc qui fait rêver, si on est dans une lecture évasion, c'est peut-être pas idiot d'aller lire Damasio. Non, Damasio fait pas rêver, ça franchement, en plus ça va, moi il me fait rêver. Mais on peut dans ce cas-là lire
je sais pas, Le goût de l'immortalité, bon moi, où c'est pas très bien passé, de la SF plus récente. Voilà. Puisque Stendhal disait que les classiques étaient les romantiques de nos grands-pères. Et que il faut un théâtre de son temps. Pourquoi ne faudrait-il pas des anticipations de notre temps? Bah déjà parce que notre temps, moi je sais pas, je le connais pas si bien que ça. Et bon, bah, l'anticipation, elle est pas. Je sais pas s'il y a tellement d'anticipation lointaine actuellement en fait. Je vois beaucoup d'anticipation en futur proche et moi-même je n'arrive à imaginer que de l'anticipation futur proche dystopique. Et peut-être que ça manque. On le dit souvent, hein, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, ça vient de Frederick Jameson. Mais voilà, on peut déjà, d'un point de vue circonstanciel, se heurter à ça. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que les anticipations qui vont commencer à avoir comme ça, un siècle, parfois 2 siècles, elles vont avoir un intérêt qui est celui aussi, en voyant ce qu'a été un futur du passé, ça nous amène à une espèce d'autre distance pour penser le futur. Je m'explique. C'est-à-dire que si on reprend Frederick Jameson et cette idée qu'il est bien plus difficile d'imaginer la fin du capitalisme, donc en fait ça veut dire un changement politique majeur, politico-économique, mais peut-il y avoir d'économie sans politique? Si c'est aussi difficile à imaginer aujourd'hui, dans ce qui serait plus une fin des histoires qu'une fin de l'histoire, fin du récit, des récits, est-ce que dans ce cas-là, revenir à un moment où on croyait globalement à une histoire téléologique et progressive, et ce, même après la Commune, parce que la Commune a été quand même une rupture collective au-delà, on va dire, du clivage partisan, est-ce que c'est pas intéressant de voir un peu cette audace et cette ambition? Alors on a bien sûr des récits qui sont dystopiques, voilà, qui imaginent ce que serait le futur rêvé des ennemis, et donc forcément le futur rêvé des ennemis est le futur cauchemardé de celui qui écrit. Mais c'est ça en fait qu'elles apportent, me semble-t-il, ces anticipations, alors avec des choses qui vont aller du côté du genre, voilà, dans un des textes, on a une espèce de dystopie, mais qui va passer notamment par la circulation des femmes. Et en fait, il n'y a plus de mariage, mais les couples sont attribués par l'État, et donc, en fait, ce sont les femmes qui circulent. Et là, ouais, je vois un invariant misogyne, par exemple, ici, qui n'imagine pas autre chose. Et avec d'ailleurs une idée qu'on retrouvait déjà chez Aristophane, mais que par souci d'égalitarisme, tout le monde doit s'en les dire. On l'a ça dans l'Isistrata, dans l'idée que, puisqu'il y a un droit égal au sexe, on peut kidnapper les hommes dans la rue. Et ça, on le retrouve chez Calmos. Voilà. On est dans des clichés comme ça qui montrent une panique antiféministe, masculiniste. C'est vraiment un truc qu'on a encore quand on nous parle de misère sexuelle, quoi. Cette idée que, bon Dieu, c'est tellement affreux que les femmes puissent avoir une liberté ou que cette liberté est inconcevable. Ça, c'est vraiment intéressant pour voir ce qui ne va pas bouger à ce niveau-là, ce qui va être de l'ordre de l'invariant, et puis qu'on va retrouver comme ça aussi assez grossièrement, d'autre façon, chez Damasio, quoi. Parce que Damasio est à bien des égards un homme du 19e siècle. Mais, de façon bien plus positive, c'est vraiment au niveau... En fait, moi, j'ai envie de dire, d'un souffle, je suis presque dans la métaphore vitaliste, mais d'une largeur d'esprit plus grande. C'est vraiment à ce niveau-là que ça m'intéresse. Et alors, bien sûr, il y a tout le côté rigolo, technique, et ça, c'est le texte d'Alphonse Allais qui est vraiment chouette. C'est quoi qu'on pouvait imaginer comme technique du futur au 19e siècle? Et donc, on va essayer de se dire, ah oui, ça a marché, ça marche pas. Et là, on a tout ce côté-là de cases à cocher. Et voilà, je crois que c'est demain l'écologie, l'anthologie sur l'environnement, que j'ai très très envie de lire aussi. En plus, on va travailler sur ce genre de thématique avec les collègues. Mais voilà, ça c'est vraiment intéressant. Voilà. Quelles étaient des peurs passées, qu'est-ce qui est encore là, qu'est-ce qui s'est réalisé, qu'est-ce qui ne s'est pas réalisé.
Et cela sans l'idée de rigoler. Mais je pense vraiment en fait que le 19e siècle peut nous apprendre à avoir quelque chose de cette espérance bien plus large, souvent aussi plus internationale, euh, parfois très directement pratique, et en fait beaucoup plus radicale. Et non pas radicale pour tout, et c'est là où c'est même pas des réserves féministes, mais où des amusements féministes peuvent apparaître. Je ne me mets pas souvent en colère sur ces questions-là. Mais c'est ça, en fait, que ça nous donne ces anticipations. C'est de pouvoir, en fait, essayer ce futur du passé comme s'il pouvait élargir notre propre futur. Et comme s'il pouvait enrichir cette, cette construction du futur que j'ai l'impression, enfin, dont j'ai l'impression qu'on a du mal à la mettre en place, à peu près comme ma phrase en ce moment. Ce qui montre que je suis en train d'être fatiguée. Ça m'a vachement plu. Ça m'a vraiment plu. J'ai volontairement pas parlé de tous les textes parce que j'ai plus envie que vous le lisiez et qu'on en discute dans les commentaires. ArchéoSF, il y a un truc qui est toujours super, c'est que on peut avoir, je vais pas vous donner mon code, mais une version numérique en plus, je l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Et alors on peut acheter que en EPUB, peut-être que c'est du PDF, hein, que en version électronique. Et sinon, comme ça, en version papier, on a aussi accès à la version électronique, c'est génial si on veut faire de la recherche. Grosse collection, vous l'avez vu, je suis emballée. Ah ben je vais avoir les titres. Demain l'écologie, et l'autre sur les Demain les révolutions, anthologie. Ça c'est vraiment ceux qu'il faut que j'aille chercher en priorité. Paris futur aussi. Ouais voilà, je vais encore faire des courses quoi. Et je trouve plus celui des femmes. Mais où sont les femmes? Voilà, ça marche bien vraiment pour toutes ces choses. Et alors le fait que ce soit une anthologie de textes aussi variés, je trouve que ça poursuit bien ce que j'essaie de faire dans cette série de vidéos, à savoir prendre un événement historique, et ça, voilà, celui-là ça marche vraiment bien, un événement historique, comment on tourne autour. Bon, moi je l'ai fait avec des textes d'histoire littéraire, etc. et je continue. Et en fait, ici, la commune, elle est centrale et pas centrale, et ça aussi c'est super intéressant. Comment on peut penser un truc qui a été aussi énorme, et notamment par ceux et celles qui l'ont vécu. Je vous dis à bientôt.